The Ethics of Artificial Intelligence. Sorbonne Summer University 2023. Michael Pook. La différence entre éthique et morale. Et pourquoi je dis éthique? Je réponds. Je dis ce que je pense. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Moi, je travaille depuis 30 ans sur ce sujet. Éthique, ça vient d'un mot grec, ethos. Morale, ça vient du mot latin, en général au pluriel mores, qui veut dire les mœurs. Quand on traduit du grec en latin, on traduit dans l'Antiquité, pas nous, ethos par mores. Et quand on traduit du latin en grec dans l'Antiquité, on traduit mores par ethos. Donc c'est le même mot. Sauf que mores, morale, c'est l'origine latine du mot, et éthique, c'est l'origine grecque du mot. Une fois qu'on a dit ça, première, morale, ça a été déconsidéré, dévalorisé. On peut facilement dire à quelqu'un, tu vas pas me faire la morale. On peut dire ça. Mais on va pas me dire, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas nous faire un cours d'éthique. Si, je vous fais un cours d'éthique. Mais je ne vous fais pas la morale. Parce que, pourtant c'est pareil. Oui, c'est pareil. Mais morale, ça a été dévalorisé parce qu'on en a abusé. D'ailleurs, alerte, éthique, est-ce qu'on n'est pas en train d'en abuser? Et il y a une deuxième raison, c'est que, en général, les mots qui viennent du grec, c'est plus chic. Donc, éthique, c'est plus chic que morale. Et ça, c'est pas mon chose. Ensuite, plus sérieusement, et c'est ça mon principal argument, je me pose évidemment cette question depuis longtemps, et je ne suis pas le seul. Est-ce qu'il y a une différence entre éthique et morale? Donc j'ai étudié de nombreux auteurs, pas chercher des références maintenant, qui disent oui. Ils définissent l'un des deux comme voulant dire les principes universels qu'on peut peut-être démontrer ou qui s'appliquent partout et tout le temps, et l'autre comme voulant dire presque ce qu'on appelle déontologie, c'est-à-dire l'application à des règles pratiques concrètes, l'un étant plutôt théorique et l'autre plutôt pratique. Et le problème que j'ai documenté, c'est que celui qui est théorique, certains disent c'est la morale et d'autres disent c'est l'éthique, et celui qui est pratique, certains disent c'est la morale et d'autres disent c'est l'éthique. Donc les deux mots, donc ce qu'on peut dire, c'est que, ce que je dis personnellement, éthique égale morale, et on peut le démontrer par les définitions. Mais deuxièmement, dans éthique et dans morale, il existe plusieurs sortes, et notamment des sortes plutôt théoriques et universelles, et des sortes plutôt pratiques et appliquées. Voilà. Et si l'une des deux, on veut l'appeler morale, et l'autre, on veut l'appeler éthique, ben on peut, mais comme il y a des auteurs qui utilisent l'un dans un sens et l'autre, et chacun est d'ailleurs très sûr de lui, eh ben, match nul, et on fait comme on veut. Il faut dire, chacun doit dire qu'est-ce qu'il entend par éthique ou qu'est-ce qu'il entend par morale. S'il fait une différence, comment il la définit, c'est comme en maths. On peut utiliser une notion, mais il faut la définir. On peut utiliser la fonction f de x, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Si vous ne dites pas ce que ça veut dire, ben, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez dit ce que ça veut dire, ben, vous pouvez l'utiliser. Éthique et morale, c'est pareil. Vous définissez ce que vous entendez par éthique, par morale. Si vous faites une différence, vous dites laquelle. Et moi, mon choix, c'est, j'utilise plutôt éthique, je l'utilise comme un synonyme de morale, je ne fais pas de différence entre les deux.
Et ensuite, quand je parle de théorie, discours, comme je l'ai fait, c'est différent de quand je parle de application, cas concret, action, comme je l'ai fait. Parce que justement, le mot discours et le mot action, là, c'est une différence que tout le monde voit. Voilà. Donc, liberté totale d'usage des mots, et malheureusement, n'importe quoi sur le sens de la différence. C'est pas ma faute. On peut valoriser l'un des deux, celui qu'on veut, et dévaloriser l'un des deux, celui qu'on veut, et justement, donc ça sert à rien de le faire. Et c'est un choix pour moi d'utiliser éthique. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question d'ordre général? Très bien. Donc on attaque la deuxième partie sur la notion d'intelligence d'abord, et après d'artificiel. Intelligence, ça va nous renvoyer à des notions, une qui est normalement désagréable. Alors, s'il y a des matheux parmi vous, vous me pardonnez, c'est parce que j'ai l'habitude de parler à des étudiants littéraires qui ont peur des mots. Moi, non. La notion de calcul, et ça va nous obliger à parler d'un organe dans la boîte crânienne d'environ 2 kg qui s'appelle le cerveau, et de le comparer avec la machine. C'est de ça qu'on va parler. Et remarquez dans mon titre, donc en haut, vous allez voir, c'est la partie bleue. Oui. Il y a une virgule. L'intelligence et le calcul, du côté gauche de la virgule. Le cerveau et la machine, du côté droit. Et entre cerveau et machine, il y a « et ». C'est ce « et » qui est intéressant. Que veut dire ce « et » ? Ben déjà, il ne veut pas dire « contre ». Pourquoi une logique d'affrontement ? Et là, ça arrive souvent en philosophie, on se dit, mais comment font les humains pour être aussi stupides ? Ils ont des cerveaux, ils ont des machines, les deux, c'est génial. Évidemment qu'il faut collaborer, c'est-à-dire qu'il faut utiliser nos cerveaux pour utiliser nos machines, et si les machines, comme le font les ordis, tout, aident notre cerveau, eh ben, tant mieux. Mais pourquoi on est obsédé, pour trouver le problème de tout à l'heure, je ne répète pas, obsédé par l'affrontement entre le cerveau et la machine, alors que le bon thème, c'est la coopération. Et ça, je suis désolé, on ne va pas parler de l'actualité, mais c'est un problème général. Pourquoi on est obsédé par la lutte, l'affrontement, le combat, alors que ce qui a de la valeur chez les humains, c'est le collaboratif, la coopération, et on va d'ailleurs le voir, même à propos de l'IA. Le problème sur intelligence, c'est, entre guillemets, une machine intelligente. Ce que vous avez à l'écran. Dans les textes de science-fiction, alors je me retiens un peu, mais c'est passionnant la science-fiction, mais ça ne sert à rien si personne ne connaît d'en parler, sauf à faire le malin, ce qui n'est pas mon genre, c'est pas la peine. Si vous voulez parler de science-fiction, je suis disponible. On oppose le monde du carbone, c'est-à-dire de la biologie, parce que les molécules vivantes sont sur une base carbone chimiquement, et le monde du silicium, parce que les circuits électroniques sont sur une base de silicium. Et souvent, il y a souvent des romans ou des films où les humains mènent la guerre contre les silicates ou quelque chose comme ça, des entités qui sont des machines, même si elles ressemblent à des humains, sauf que elles sont des machines et pas des humains. Donc on oppose, c'est la base de la science-fiction, c'est opposer le cerveau et la machine, l'humain et le non-humain, le carbone et le silicium. Mais la logique contraire, donc la confrontation, ma référence, c'est voir toute la science-fiction, ou presque, où ils se font la guerre, ils se combattent. La deuxième notion, la bonne, la notion de collaboratif, collaboration, c'est sur elle qu'il faut réfléchir.
Et la première idée à avoir, et souvent on ne l'a pas, c'est qu'on ne peut collaborer que si on est différent. Alors souvent dans les entreprises, ils recrutent les mêmes gens qui ont les mêmes diplômes, des mêmes écoles, et de la même génération. Ben, ils produisent les mêmes idées. Ça ne sert à rien d'en recruter 10. Ils produisent les mêmes idées, ils font les mêmes choses. Ils se ressemblent. Ils ne servent à rien. Il faut recruter des gens différents. Ça, normalement, même les entreprises l'ont compris aujourd'hui. Il faut recruter des hommes et des femmes, des Européens et des non-Européens, des francophones et des non-francophones, des jeunes et des vieux, des experts et des candides, etc., etc. Et eux, à cause de leurs différences, si vous avez fait un peu de physique et d'électricité, c'est une différence de potentiel. Ça va produire une énergie. La tension de la différence de potentiel, c'est ça qui produit l'énergie. La différence de potentiel va produire quelque chose de mieux que ce que la personne toute seule aurait produit. Dans une entité qui existait autrefois, le couple hétérosexuel avec un homme et une femme, il y a une différence au moins de genre. Ben, ça fait une différence de potentiel. Et les réactions, par exemple vis-à-vis du risque, vis-à-vis de l'enfant d'un homme et d'une femme sont, supposons, désolé de tenir des propos genrés, pas les mêmes. Supposons. Ben, cette différence fait qu'on va discuter et qu'on va aboutir à une décision meilleure que s'il n'y avait que papa qui va par exemple être trop permissif ou que maman qui va être par exemple trop contrôlante. C'est des exemples totalement difficiles. Vous voyez l'idée? Cerveau, machine, non à l'idée égale guerre totale, et oui à l'idée égale énorme potentiel de collaboration. Ça, pour que ça marche, beaucoup de choses, on va en parler. Mais il y a un minimum qui ne plaît pas à tout le monde, qui ne plaît pas beaucoup aux philosophes européens. C'est ce que vous avez sur l'écran, une définition performative ou fonctionnaliste de l'intelligence. Bon, on va dire que intelligence, on ne sait pas ce que ça veut dire, donc on va le dire. Et on va le dire d'une manière, alors, fonctionnaliste, c'est plutôt pour les matheux, c'est en définissant la fonction, ceux qui connaissent le lambda calcul en particulier. Et performatif, c'est plutôt, ça vient de l'anglais. En anglais, c'est l'idée de performatif, to perform, c'est accomplir une action, pas une performance. Une action quelconque, on la performe, on l'accomplit. C'est le verbe accomplir une action. Donc l'intelligence, c'est ce qui fait certaines choses. Donc le minimum de cette définition définie, vous l'avez en bas de l'écran, être intelligent, c'est pouvoir effectuer telle ou telle action. On va avoir une définition de l'intelligence. On peut jouer au grand philosophe en disant c'est impossible, c'est transcendant, seul Dieu le peut. Bon, très bien. Mais on peut aussi être en 2023 et se dire, il y a une méthode, on va lister les actions qu'il faut être intelligent pour accomplir. Vous sentez qu'on va avoir des problèmes? Et justement avec les IA. Le problème de la liste des actions, on va dire un test. Ceux qui connaissent, ça fait penser au test de Turing. Sinon vous cherchez, peu importe. Le test, pour voir si on est intelligent ou pas, c'est d'effectuer certaines actions. Très bien. Théorie performative, vous suivez, ou fonctionnaliste. Est-ce qu'on a cette fonction? Le problème, c'est quelles actions? Quelles? Et le problème, c'est la liste de ces actions, elle est ouverte.
C'est-à-dire, on va y rajouter des choses. On l'a pas, la liste des actions. Elle est ouverte. Et elle est deuxièmement évolutive. Évolutive, c'est un mot savant pour dire on peut rayer des choses. On peut les enlever. Je vous prends l'exemple qui marche le mieux. Me battre aux échecs, je suis un joueur très moyen, a priori, j'aurais dit qu'il faut être intelligent. C'est-à-dire, dans ma jeunesse, temps, quelqu'un qui m'a battu aux échecs, j'aurais pu lui dire, ben, tu es intelligent. Et à la limite, tu es plus intelligent que moi. En tout cas, pour les échecs. Mais aujourd'hui, non. N'importe quel ordinateur, n'importe quel programme gratuit me bat aux échecs. Un joueur moyen est battu par un programme quelconque. Et comme vous le savez, depuis quelque temps, même les plus grands experts des échecs, du jeu de Go qui est plus difficile, et de n'importe quel autre jeu, sont battus par les IA. Des IA, au moins les plus performants. Et donc à terme, le téléphone, l'ordinateur que tout le monde a, pourra battre aux échecs un expert. Et donc on va rayer de la liste. Gagner aux échecs contre un champion des échecs, eh bien il n'y a pas besoin d'être intelligent, point d'interrogation, pour le faire. Ça change. On empiète un peu sur demain l'extraordinaire. Ça change ce que intelligent veut dire. Intelligent ne veut pas dire pouvoir battre un champion aux échecs. Parce qu'il y a des objets qui sont clairement pas intelligents et qui peuvent les battre. De simples calculateurs. Mais regardez comment se présente la liste. Poser un avion de ligne, poser un gros avion sans visibilité dans le brouillard. À l'époque de Mermoz ou de Saint-Exupéry, mais seul un pilote très expérimenté, un humain très intelligent, pouvait poser un avion avec une visibilité très faible. Aujourd'hui, ce sont les ordinateurs qui posent les Airbus tous les jours sur tous les aéroports du monde. Donc, si, moi je m'arrête là parce que pour moi c'est définitif. Si poser un avion dans le brouillard ne requiert pas l'intelligence, alors le match est terminé. Intelligence ne veut pas du tout dire ce qu'on croit. Intelligence ne veut pas du tout dire. On a une liste où on va passer notre temps à rayer des activités au fur et à mesure que les machines, je vais employer un verbe important, apprennent à le faire. C'est-à-dire le font. Ça s'appelle ça la stratégie du refuge dans le donjon assiégé. C'est considéré en philosophie comme faible, limite stupide. Ça veut dire, je dis, il n'y a que les humains qui peuvent faire ça. Puis paf, quelqu'un invente une machine qui le fait. Il dit, ah non, finalement, il n'y a pas que les humains. Mais il y a d'autres choses qu'il n'y a que les humains qui peuvent. Je me replie. Je rétrécis ma liste, où j'invente de nouvelles choses. Par exemple, peindre un tableau, je prends des exemples récents si vous connaissez un peu les IA. Peindre un tableau ou écrire un poème, ça, il n'y a qu'un humain qui peut le faire. Ben non, les IA le font très bien. Peindre un tableau qui sera pris pour un Van Gogh, ben non, une IA peut le faire. Écrire quelques vers qu'on pourrait faire passer pour du Shakespeare, eh ben non, ou du Ronsard, ben non, une IA peut le faire. Écrire une page que, sauf le spécialiste mondial, tout le monde penserait qu'elle a été écrite par Proust ou par Flaubert, eh ben non, une IA peut très bien le faire. Donc il n'y a pas besoin d'être intelligent. Mais alors si on commence à me dire que pour peindre un tableau de Van Gogh ou écrire une page de Proust, il n'y a pas besoin d'être ce qu'on appelait intelligent, ben elle est finie la notion. C'est plus du tout la bonne notion. Donc il faut évacuer la notion de intelligent. Il faut passer à autre chose.
C'est ça la notion. C'est la notion de... Alors, en anglais, on dit deep, profond, bien sûr, learning. Deep learning. En français, apprentissage profond. C'est ça, dans GPT, vous chercherez vous-même, mais G, le G, c'est génératif. Et génératif, ça veut dire qui va performer, qui va fabriquer. Et PT, ça veut dire pre-trained, normalement, ça peut vouloir dire autre chose, c'est-à-dire qui a été entraîné. PT, ça veut dire? Ça peut vouloir dire pre, auparavant, trained, entraîné, T-trained. Ça peut vouloir dire autre chose. L'idée, c'est que c'est des logiciels d'apprentissage profond. Ce que j'ai écrit, pas retenir GPT, c'est pas une bonne appellation. La bonne appellation, c'est Deep Learning, en anglais, apprentissage profond, en français. L'action, ça c'est de la philosophie difficile. Je peux en parler si vous voulez, mais ça sortira jamais. Apprendre n'est pas une action comme les autres. Ici, dans une salle de classe, il y a des étudiants, puis il y a vous aujourd'hui. Les humains ont appris des choses, mais les tables et les chaises, elles ont assisté à tous les cours, elles n'ont jamais rien appris. Pourquoi? Parce que c'est les tables et les chaises. Elles n'ont pas la capacité d'apprendre. Et les humains ont la capacité d'apprendre. Donc l'idée, c'est fabriquons une machine qui a la capacité d'apprendre. Et pour diverses raisons, c'est apprendre à reconnaître des formes qui a été d'abord à la fois utile, techniquement faisable et pas trop cher. Donc, on a regardé comment une machine pouvait apprendre. Pas comme un humain. Donc, on a fait des machines qui savent faire des choses. Donc, on a rayé sur la liste d'actions dont j'étais en train de parler. Mais pourquoi elles savent? Parce qu'elles ont appris. Mais regardez, nous les humains, pourquoi vous savez qu'en Amérique du Sud, il y a un pays qui s'appelle le Brésil? Ben parce que vous l'avez appris. Donc pourquoi la machine, ça changerait? Les machines savent des choses parce qu'elles les ont appris. Et nous aussi, les humains, tout ce que nous savons, y compris parler une langue. Nous le savons parce que nous l'avons appris. Et si nous ne l'avons pas apprise, la langue, nous ne parlons ni ne comprenons pas. Les machines, c'est pareil. Donc le but, c'est apprendre à une machine, à reconnaître une forme, par exemple celle d'un visage, à parler une langue. C'est un peu compliqué ce que veut dire parler une langue. À produire des énoncés adaptés dans certains contextes. Ça, c'est beaucoup mieux défini. Ça, on peut le lire. Elles le font très bien. Et en développant ça, on tombe sur notre fameux chat GPT. Pourquoi? À cause de cette idée très, très simple, mais très puissante. Apprendre n'est pas une action comme les autres. Alors, si ça vous intéresse, regardez sur Internet ce qu'on appelle l'effet, je l'ai écrit sur l'écran, l'effet Baldwin. Dans l'évolution de la vie a évolué, Darwin, mais il y a un moment où il s'est passé quelque chose. C'est que les êtres vivants ont été capables d'apprendre. Et à partir de là, une exponentielle. La courbe monte très très vite. C'est-à-dire, la vie s'est aperçue toute seule, avec des guillemets si vous voulez, ou sans guillemets, la vie s'est aperçue que ce qui était rentable, c'était pas de perfectionner les êtres vivants, c'était de fabriquer des êtres vivants capables d'apprendre. Et qu'ils allaient se débrouiller tout seuls si on leur donnait un cerveau pour apprendre, un cerveau ou un équivalent, et se développer plus vite que l'évolution ne l'aurait fait. Eh bien, les IA ne font que ça. Les IA arrivent, on pourrait appeler ça, au moment Baldwin de l'évolution de la vie, c'est-à-dire au moment où, étant capables d'apprendre, leur évolution s'accélère beaucoup plus vite
que l'évolution des machines. Tout ça est dans l'idée très simple. Apprendre n'est pas une action comme les autres. Et donc, c'est ça qui nous permet, et souvent ça c'est mal compris, c'est ça qui nous permet de fabriquer des machines de plus en plus intelligentes. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et ensuite, ça pose des problèmes d'éthique. C'est pas qu'on a compris ce que c'est que l'intelligence et on le fait faire à des machines. Ça, c'est pas vrai, mais pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a appris, on a réussi à faire des machines qui apprennent. D'abord, elles apprennent des choses très simples. Et là, je vais dire, et nous, on a appris quoi, nous? On a appris maman, gaga, dodo, voilà. On a eu du mal à apprendre à marcher. Les machines, elles apprennent aussi d'abord des choses très simples. Et en apprenant, ça fait partie de l'effet Baldwin, on apprend à apprendre. Vous avez peut-être remarqué, quand on apprend une première langue étrangère, on apprend à apprendre une langue étrangère. La deuxième est plus facile. Et au bout de 4 ou 5, on apprend très vite les langues étrangères. Parce qu'en apprenant, on apprend à apprendre. Donc nous faisons des machines capables d'apprendre, et donc d'apprendre à apprendre. Et donc nous avons déclenché quelque chose. Si on veut appeler ça, comme tout à l'heure j'ai viré le mot intelligence, si on veut appeler ça intelligence, on peut, mais il vaut mieux parler de ce qu'on comprend. On ne comprend pas ce que c'est que l'intelligence. Mais on sait ce que c'est que apprendre. Par exemple, une machine qui a appris à reconnaître les visages humains, c'est-à-dire distinguer qu'est-ce qui est un visage humain et qu'est-ce qui n'est pas un visage humain, qu'elle a appris, ça veut dire que si on la teste, elle va le faire. Une machine qui a appris à traduire un mot à mot de l'anglais vers le français, ce qui est le cas de Google Translate que vous avez tous sur vos téléphones. Ça veut dire que si on met un mot en anglais, elle va donner un équivalent ou plusieurs en français. Et on peut toujours dire qu'on ne sait pas comment elle fait ou qu'elle ne comprend pas vraiment ce qu'on dit, mais ce n'est pas le sujet. Elle a appris. Et les ingénieurs de Google savent comment elle a appris. La preuve, ils l'ont fait. Donc, le problème n'est pas du tout là où on croit. Le problème est dans avoir des machines capables d'apprendre. Et la fin de mon écran dit quelque chose d'un peu étonnant qu'on trouve dans les travaux récents sur l'IA. C'est que l'IA nous apprend, elle, comment fonctionne notre intelligence. C'est-à-dire, à force de perfectionner la manière dont les IA apprennent, nous améliorons la compréhension que nous avons, si vous voulez, de notre cerveau, qui est quand même très faible, ou peut-être plus intéressant, de notre intelligence. Alors, à partir de là, et rassurez-vous, je terminerai à l'heure. Entre le cerveau et la machine, l'humain et l'IA, il y a une différence évidente. Mais comme souvent en philosophie, c'est souvent comme ça. C'est tellement simple et tellement évident qu'on ne voit pas que ça suffit à expliquer ce qu'on cherche à expliquer. C'est que nous, les humains, on a un corps. Et les machines, non. Elles ont quelque chose. Donc si un humain reçoit un grand coup sur la tête, ben, il va marcher beaucoup moins bien ou pas du tout. Mais attention, mon ordinateur aussi. S'il reçoit un grand coup, il va marcher beaucoup moins bien ou pas du tout. Donc la machine, elle aussi, elle a une incarnation physique. Et quand on dit qu'on va télécharger, uploader les données, on en parlera plutôt demain de ça, ben, elles sont aussi quelque part. Elles sont dans une ferme de serveurs, quelque part. Serveurs, c'est les ordinateurs, et ferme, c'est ceux
C'est ça qu'on appelle les endroits où il y a beaucoup de gros ordinateurs. Les données de Google sont quelque part dans des machines. Si on détruit ces machines, on détruit l'info. Sauf qu'elles se reproduisent. Comme vous le savez, tout le monde connaît Internet. Hein. Les infos qui sont sur Internet, elles ne sont pas sur une seule machine. Elles sont sur plein de machines. Et personne ne peut détruire toutes ces machines. Donc certes, elles ont une réalité physique, mais pas du tout comme le corps humain, parce que vous avez remarqué, les corps humains, on n'en a qu'un. Jusqu'à nouvel. Pour l'instant, je parle que de ça, puis après vous verrez, vous avez vu le problème, vous avez déjà compris, on va parler un peu du transhumanisme et de transporter son esprit dans un autre corps, etc. Mais pour l'instant, parlons du corps. Il y a deux philosophes qui en parlent très bien. Du corps, le fait qu'on a un corps, mais un peu plus. On n'a pas qu'un corps. Notre corps a une histoire. Alors, en anglais, on appelle ça, pas l'équivalent en français, path dependency. Le fait que ça dépend du chemin, path, par lequel on est passé. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, mais on l'utilise beaucoup en théorie des organisations. Ça veut dire que selon l'histoire de quelque chose, ça veut juste dire l'histoire en fait. Notre corps a une histoire. On a d'abord, pourquoi on s'est marché? Parce qu'on a été bébé. Et qu'il s'est passé quelque chose pendant qu'on a été bébé. C'est que nos éducateurs nous ont appris à parler. Pourquoi on sait parler français? Parce qu'on est né en France et que nos parents nous ont appris à parler en français, ou parce que là où on a été, on a pris des cours de français. Et ainsi de suite. C'est notre corps qui a appris à marcher, et c'est notre corps qui a appris, c'est notre cerveau qui a appris une langue. Donc, le corps et son histoire. Le premier auteur qui en parle, donc là aussi je vous donne le nom des auteurs, vous regardez tout seul si ça vous intéresse, sinon vous vous contentez de ce que je dis, et si vous n'y arrivez pas, vous m'écrivez, et je vous inonde de bibliographie. Le premier, c'est Antonio Damasio. Malgré son nom, il est américain, mais c'est comme chez nous, il y a des gens qui ne sont pas nés, mais qui viennent. Il a écrit des livres dans les années 90, provocateurs, sur l'erreur de Descartes, qui croit que l'esprit est séparé du corps. Et surtout, le livre le plus intéressant porte sur ce qu'il appelle le sentiment même de soi, en français, c'est-à-dire la self-perception, le fait d'être conscient du self, de soi-même, qui est le travail principal du cerveau. Le fait d'être un corps qui est conscient de lui-même, donc qui est conscient de ses émotions, et donc qui est conscient. Ce que dit Damasio, c'est que l'humain, c'est le corps, pas que le cerveau. C'est le cerveau avec toutes les hormones et tous les liens qu'il a avec les autres parties du corps. Donc je vous laisse réfléchir à ça, je ne l'ai pas noté, mais ça fait partie des petits exercices marrants. La greffe de cerveau. Vous voulez être de quel côté dans une greffe de cerveau? Du côté du donneur ou du côté du receveur? Dans une greffe de rein, kidney, vous préférez être du côté du receveur. C'est moi, et on met le rein de quelqu'un d'autre dans mon corps. Mais pour le cerveau, on enlève mon cerveau et on met le cerveau de vous. Science-fiction. Ben, je préférerais qu'on prenne mon cerveau et qu'on le mette dans vous. Il y a déjà un problème, c'est entre les hommes et les femmes, et je ne développe pas ça. Mais moi, je veux bien qu'on mette mon cerveau chez un jeune homme musclé de 25 ans. Pas très bien. Je veux être du côté du donneur de cerveau. Et après, j'aurai plus mes bras avec les petits poils et tout, ben, je m'en passe. Hein. Je préfère garder mon cerveau dans un nouveau corps. Classique en science-fiction. Mais ce que dit Damasio, c'est dit, ben non. En fait, non. Les mains, les bras, ça fait partie du corps. Parce qu'il y a aussi les hormones. Chez les hommes aussi, pas que chez les femmes. Et les hormones, elles dépendent de tous les organes. Et les émotions, elles dépendent des hormones. Donc, ce que dit Damasio, c'est tout le corps et son histoire qui fabriquent la conscience. La conscience n'est pas une propriété du cerveau. Elle est une propriété du corps. Alors on pourrait dire, ok,
Dans ce cas-là, ce qu'on va fabriquer, c'est des corps humains. Ah oui, mais ça, on sait déjà faire. Les corps humains, on sait déjà faire par les méthodes naturelles, ça marche très bien, c'est très agréable, on sait déjà faire. C'est pas du tout des IA, c'est d'autres humains. Donc, aucun intérêt. Et si on doit faire une IA qui a un corps exactement humain, ben ça sert à rien. C'est un humain. Donc, vous voyez où est le problème? C'est si la conscience et l'intelligence, c'est spécifique au corps humain, ben, il n'y a que le corps humain qui l'a. Et si quelque chose l'a, c'est que c'est un corps humain. Donc on peut, si on veut, on peut dire que les IA ne l'auront jamais, mais c'est comme si on disait que les cercles ne sont pas carrés. Certes, ce sera toujours vrai, mais enfin ça nous avance pas beaucoup. Si on définit correctement la conscience comme Damasio, comme la conscience d'un corps humain, alors une IA qui n'aura jamais un corps humain par définition n'est pas une conscience. Et ça nous amène à un autre auteur qui lui est des années 70, Hubert Dreyfus, en Californie, écrit en anglais. Dès les années 70, lui il est adorable, Hubert Dreyfus. Et les informaticiens, enfin ceux qui font de l'IA le détestent. Parce que dès les années 70, il a écrit un livre qui s'appelle « Ce que les ordinateurs, computers en anglais, ne savent pas faire ». Et plusieurs décennies après, il a écrit un autre livre pour les nargués qui s'appelle « Ce que les ordinateurs ne savent toujours pas faire ». Et en fait, ça revient à Damasio. Ça revient à l'idée, c'est ce que le corps humain sait. Oui, très bon exemple. Bravo, merci monsieur. L'animal. Excellent modèle de pensée. Alors ça, il y a quelque chose, évidemment, vous allez me dire que c'est facile de ma part, que j'introduis pas, parce que j'attends que vous les ameniez, et je suis sûr que ça va venir. La conscience de l'animal. Alors, je vais en parler la semaine prochaine. Il y a un livre là-dessus, qui s'appelle Kinds of Minds, différentes sortes d'esprits. Un chien a une conscience. Je prends un chien parce que tout le monde sait ce que c'est. Et vous parlez de la faute morale. Un chien a une conscience qu'il a fait une bêtise. De la faute. Mais c'est une conscience de chien. Pas une conscience d'humain. Il a fait une faute de chien. Il regrette comme un chien peut regretter. Pas comme un humain peut regretter. Donc il se comporte, quand il a fait une faute, comme un chien se comporterait vis-à-vis d'autres chiens. Pourquoi? Parce que c'est un chien. Et les humains se comportent comme un humain se comporterait. Mais le modèle est très intéressant. Je vous le suggère, il marche à tous les deux. On est entre deux sortes d'entités, nous les humains. D'un côté, les machines, de l'autre, les animaux. Si ça vous intéresse, il y a des études là-dessus. On n'est ni une machine, ni un animal. Mais on a des choses en commun avec les animaux, notamment le corps. Parce que la peur d'un chien, un chien qui rencontre un ours, c'est l'exemple classique en philosophie, il a peur comme un humain qui rencontre un ours. Mais un chien qui a renversé le chocolat au lait sur le tapis en laine blanc, il n'a pas du regret comme un humain qui a renversé le chocolat sur un tapis en laine blanc, parce que puisqu'il est un chien, il ne sait pas ce que c'est le chocolat, il ne sait pas ce que c'est le blanc, il ne sait pas ce que c'est que laver, etc., etc. Ou la valeur. Pareil. D'un côté, les animaux, on a quelque chose en commun, qui est un corps. Donc une partie de notre conscience est commune avec eux. Et de l'autre côté, les machines. Et bien maintenant, avec les IA, on a quelque chose en commun avec eux. Elles. Si on veut, on peut dire que c'est une partie de notre conscience, ça dépend. Par exemple, si je demande à ma calculatrice combien font 2 plus 2, elle me dira 4, comme mon cerveau. J'ai bien une partie commune avec elle. Si je demande à ma machine comment on dit fenêtre en anglais, elle me dira window, comme mon cerveau. J'ai bien quelque chose de commun. Éventuellement, beaucoup
d'autre chose. Donc, on est au niveau conscience, entre les animaux et les machines. Mais si on est humain, c'est qu'on n'est ni un animal, ni une machine. Et pourquoi? C'est ce que j'ai mis en gras sur mon écran. Une intelligence non humaine. Alors on appelle ça, je l'ai mis au-dessus, une tautologie. En grec, auto, ça veut dire le même. Une tautologie, ça veut dire on dit la même chose. Par exemple, Robert s'appelle Robert. Ça sert à rien de dire ça. Une tautologie, c'est dire la même chose. Dire les intelligences non humaines, si elles existent, sont, si elles n'existent pas encore, seraient ou seront, comme vous voulez, non humaines. Alors, ce qu'on appelle en philosophie, ontologiquement, ça veut dire dans leur être, ce qu'elles sont, leur essence, si vous voulez. Essence, c'est pas terrible. Donc, inhumaine, éthiquement. J'aurais aimé mettre un point d'interrogation là, mais j'ai fait exprès de ne pas le mettre. Quelque chose, ça c'est une bonne question. Quelque chose qui est non humain, est-ce que c'est inhumain moralement? Je reviens au chien. C'est vous qui l'avez parlé. Dès que vous prenez un exemple, je vous promets, je le réutilise. Sinon, c'est que mon modèle ne marche pas bien et dans ce cas-là, j'ai qu'à l'améliorer. Un chien qui a mordu un humain. C'est fréquent chez les chiens. Ils mordent les enfants, par exemple. Est-ce qu'on peut dire c'est inhumain? Ben oui. C'est pas comme un petit frère, un garçon, je mets que les garçons, c'est genré, je sais, qui a mordu son frère. Un garçon qui a mordu son frère. On va le traiter comme un humain. On va lui dire, tu veux être humain? Alors tu mords pas les autres humains. Les enfants mordent. Mais un chien, ça mord. Donc on va dire, tu veux être un chien? Alors tu mords pas moi, ma famille et les gentils. Tu mords que les méchants. Les chiens peuvent mordre. On va développer une conscience de chien. Chez le chien, il ne sera pas inhumain, il sera non humain. C'est normal. Quand il mord le petit garçon de la famille ou le voleur, il n'est pas inhumain. Ça ne veut rien dire, puisqu'il n'est pas humain. Il est juste non humain. C'est un bon chien ou un mauvais chien. Alors, la conscience, vous la définit comme un apprentissage. Défini, je ne dirais pas, mais oui, il y a un lien. Alors, ça va être pareil, regardez l'application maintenant, pour les machines. Les machines, elles seront toujours non humaines, par définition. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles seront inhumaines? Et je passe du chien au requin. Les requins, il y en a dans les colonies françaises, qui mordent les baigneurs. Ils ne veulent pas attaquer les baigneurs, parce qu'ils savent que s'ils savaient, ça va lui coûter cher. Ils croient que c'est un phoque. En fait, c'est un baigneur sur sa planche à voile. Donc il l'attaque. Il coupe une jambe. Est-ce qu'il est inhumain? Est-ce qu'on peut attraper le requin et lui dire « tu es inhumain » Ben, il va répondre ben, gravement, oui, je ne suis pas humain. Je suis non humain. Donc on ne peut pas dire qu'il est inhumain. Ben, les IA, ça va être exactement pareil. Elles sont non humaines. Donc ça ne veut rien dire de dire qu'elles sont inhumaines. Il faut assumer qu'elles sont non humaines. Et c'est là qu'il y a le problème intéressant. C'est est-ce que être non humain, c'est moralement mal ou c'est moralement moindre? Alors, moindre, oui. Un chien, la vie d'un chien, ça vaut moins que la vie d'un humain.
On le voit en médecine, dans le laboratoire. La vie d'un requin, ça vaut moins que la vie d'un humain. Il n'y a aucun problème. On a déjà, il y a un consensus qu'on appelle anthropocentrique. C'est un mot très moche, parce qu'anthropo, ça vient du grec, et centrique, ça vient du latin, mais tant pis. Centré sur l'humain. Notre système de valeurs est centré sur l'humain. Et même, à la limite, anthropo-exclusif. On a pensé pendant très longtemps il n'y a que les humains qui ont de la valeur. Dans les abattoirs, on peut faire n'importe quoi avec les animaux ou pas. Alors on peut le poser en termes de conscience, mais techniquement c'est intéressant de dire clairement dans les abattoirs, ce sont des non-humains. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont aucune valeur? Qu'il n'y a que l'humain qui a de la valeur? Aujourd'hui, la majorité des gens, les jeunes en particulier, pensent pas du tout. Il y a des non-humains qui ont de la valeur. Dans les abattoirs, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, les IA vont hériter, non, les IA devraient hériter de ce système de valeurs. A priori, nous acceptons déjà l'idée qu'il y a du non-humain qui peut avoir de la valeur. Nous renonçons à une valorisation anthropocentrique ou anthropo-exclusive. Je passe sur un autre thème, j'ai le temps de le développer, pas de problème. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans la discussion, si vous l'aviez évoqué en public, je le ferai maintenant. Ce qu'on valorise chez les humains, on pourrait dire c'est la conscience. Mais en réalité, c'est surtout ce qu'on appelle la rationalité instrumentale. Depuis le début du XXe siècle, on appelle ça comme ça, la rationalité instrumentale. Par opposition aux autres valeurs, celles que vous avez citées tout à l'heure, l'imagination, la création, l'innovation, l'art. On se dit, ce qui fait la valeur de l'humain, c'est peut-être la rationalité instrumentale. Donc, par exemple, les animaux peuvent faire de très belles choses, avoir de très beaux plumages, construire de magnifiques toiles d'araignée. Mais nous, les humains, nous avons quelque chose de spécifique qui fait notre valeur, c'est la rationalité instrumentale qui serait spécifiquement humaine. Vous pouvez le rapprocher, tout à l'heure je le disais, de l'effet Badiou. Nous apprenons à être de plus en plus efficaces, c'est ça notre rationalité, c'est pour ça que nous dominons tout, c'est ça qui fait notre valeur. Mais les philosophes ont tout de suite dit, il n'y a pas que les instruments, c'est-à-dire les moyens, il y a aussi, vous l'avez en gras au milieu de la diapo, les fins, F-I-N, comme end en anglais ou en allemand. Et c'est pareil dans les autres langues latines. Les fins, ça veut dire les buts, les objectifs, ce dont s'occupe l'éthique. Et vous connaissez cette différence, il va falloir l'utiliser. Et en général, on l'utilise très mal. La différence entre les moyens et les fins. La rationalité instrumentale, elle ne s'occupe que des moyens. Elle ne s'occupe que de optimiser. C'est le travail de l'ingénieur. Optimiser. Et une IA va le faire mieux. Pourquoi? Parce que c'est du calculable. Une IA va calculer mieux. Une calculatrice va calculer mieux.
une IA va optimiser mieux. Elle prendra en compte beaucoup plus de facteurs, beaucoup plus vite, et on pourra en rajouter tant qu'on veut. Donc, dans la rationalité instrumentale, on ne peut pas placer la valeur des humains, on doit la concentrer, pas sur les moyens, mais sur les fins. Alors, vous connaissez tous, je vais passer très rapidement, l'horrible proverbe « la fin justifie les moyens ». C'est horrible, c'est faux. C'est une IA qui résonne comme ça. Alors, il y a un exemple, je ne l'ai pas mis sur les diapos pour ne pas me ridiculiser, mais vous l'avez dans tous les articles. Si on demande à une IA comment résoudre le problème du climat, elle répond tout de suite, faire disparaître l'espèce humaine. C'est évident. Le problème du climat est entièrement dû à l'espèce humaine. Supprimer tous les humains, il n'y a plus du tout de problème de climat. Plus aucun problème écologique d'ailleurs. On le voit dans les films post-apocalyptiques, la nature reprend ses droits, tout va bien. Très vite. Mais évidemment, ça ne va pas. Alors on pourrait dire, c'est pas rationnel. Non, c'est trop rationnel. Ça n'a que la rationalité instrumentale. Ça ne s'occupe que des moyens. Quel est le moyen le plus expéditif pour avoir un résultat? On ne peut pas raisonner comme ça, pour une raison très simple, que les philosophes connaissent depuis toujours, hein, mais que les humains ne veulent pas accepter, c'est que chez les humains, il n'y a pas d'indépendance, vous l'avez vers le bas de l'écran, entre les fins et les moyens. Heureusement, mais j'ai vraiment pas envie d'en parler. On rencontre ce problème dans l'analyse morale de la torture. Il y a une littérature énorme là-dessus aux États-Unis. Et que voilà, il y a un terroriste, il a caché une bombe, il n'y a que lui qui sait où elle est, on va sauver des milliers de vies d'innocents, est-ce qu'on a le droit de le torturer pour qu'il dise où elle est? Et tous les philosophes moraux répondent oui, on a le droit de le torturer. Ce n'est qu'un moyen pour avoir la fin, qui est de sauver la vie. Mais on ne peut pas résoudre ça. Les humains ne séparent pas complètement les moyens des fins. C'est-à-dire, pour obtenir certaines fins, par exemple, gagner la guerre, mais plus proche de nous, gagner de l'argent, on ne peut pas utiliser n'importe quel moyen. Ne me dites pas, mais dans l'économie, ils sont prêts à tout pour gagner pour leur fin qui est de gagner de l'argent. Parce que si c'était vrai, il n'y aurait plus qu'une seule sorte d'économie, ce serait le commerce de la drogue. Le moyen de gagner un maximum d'argent avec les meilleurs moyens, c'est le commerce de la drogue. Il y a beaucoup de gens qui y sont, mais quand même pas toute l'économie. Toute l'économie n'est pas assimilable. Il y a des gens qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent, qui font du pain, qui construisent des maisons, qui instruisent les enfants et les étudiants pour des petits salaires et qui arrivent à une fin qui est d'avoir quand même un minimum d'argent avec des moyens qui ont de la valeur. Je résume, pour les humains, on n'est pas dans une rationalité instrumentale qui ne s'occupe que des moyens. Les humains distribuent la valeur entre les fins, les objectifs, qui ont de la valeur, et c'est pour ça qu'on les poursuit, et les moyens. Il faut s'occuper de la valeur des moyens et des moyens acceptables. Sinon, on a le temps. Si vous n'êtes pas convaincu, j'ai un exercice adorable. Alors, ça vient de ce que l'on appelle l'utilitarisme ou le conséquentialisme, mais ça montre comment une IA, ou si vous voulez, une mauvaise IA, va raisonner. En éthique médicale, une IA va vous dire, le premier, dans ta clinique, le comité d'éthique qui a été confié à une intelligence artificielle, c'est une fiction, elle vous dit, tu vas à l'entrée de la clinique, entrée des visiteurs. Le premier jeune homme visiteur, en bonne santé, innocent,
qui rentre, tu l'attrapes et tu le tues. Et tu prélèves tous ces organes et tu les distribues sur tous les gens qui sont en attente de greffe. Et tu as perdu une vie, mais tu as sauvé 10, 15 vies. Donc, c'est rentable. Le moyen a justifié, enfin la fin, tu as sauvé 15 vies, a justifié le moyen, tu as perdu une vie. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est horrible. Sinon, il ne faut plus aller à l'hôpital. Hein. Si on tue les gens en bonne santé pour prélever tous leurs organes. Mais, alors, premièrement, il y a des scénarios de science-fiction dans lesquels on tire au sort des gens en bonne santé pour prélever leurs organes et notamment leur enlever le cerveau et mettre le cerveau de quelqu'un qui a payé, un riche qui va revivre dans leur corps. Et la guerre, c'est quoi de différent à la guerre? On dit, ben oui, c'était un jeune homme de 17 ans, très gentil, très prometteur, et il est mort pour la patrie. Mais la fin, on peut discuter, si vous voulez, de la fin de la Première Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne. La fin justifie le moyen, les millions de jeunes gens, plus les innocents, mais prenons comme le jeune visiteur de la clinique, qui sont morts, qui ont donné leur corps, leur vie, pour, soi-disant, la grandeur de la France ou le bien-être des autres, ce que vous voulez, vous avez le droit d'y croire, c'est pas le problème. Ben, on le fait en fait. C'est-à-dire, on est très mauvais et il faut s'améliorer d'urgence si on veut réfléchir sur les IA. On est très mauvais sur l'analyse des valeurs qu'on applique aux moyens et pas uniquement aux fins. Donc après, il ne faudra pas crier à la catastrophe quand on dira « Ah, les IA appliquent n'importe quel moyen de manière cynique ». Je suis désolé, les militaires, les consultants financiers, souvent les RH, ils et elles appliquent n'importe quel moyen pour parvenir à leurs fins, qui dans le cas des entreprises ne sont que de l'argent. Donc il y a déjà un consensus là-dessus. Il faut revenir là-dessus. Il ne faut pas reprocher aux IA d'être inhumaines, c'est ma conclusion sur ce point, parce qu'elles ne voient pas que les moyens instrumentaux ne sont pas neutres, mais posent des problèmes de valeur. Il faut comprendre que nous avons déjà intégré et nous avons tort, et les IA nous obligent de revenir sur ce consensus. Nous avons déjà intégré une séparation des valeurs et des moyens et une domination de la rationalité instrumentale qui n'est pas acceptable. Donc, les IA, c'est ma conclusion sur la diapo en bas, ne sont faites que pour les moyens, mais c'est notre faute si nous privilégions à outrance cette façon de raisonner moralement condamnée. Et j'en viens à un thème dont forcément vous voyez les connotations racistes. Le grand remplacement. Alors quand on dit juste le grand remplacement, je dis pour ceux qui ne sont pas français, c'est un thème d'extrême droite qui veut dire que les Européens, en gros ceux qui ont la peau blanche, seraient remplacés par des non-Européens, en gros ceux qui ont la peau pas blanche. C'est un thème raciste, condamné, immoral, etc. Mais le grand remplacement par les IA, le grand remplacement des cerveaux par les machines, eh bien on va produire le même raisonnement et voir qu'il y a le même problème de fond. Avec les bras, la force physique, on a déjà remplacé par des machines. Entre les deux cours, en discutant, je prenais l'exemple de l'escalator, l'escalier mécanique. C'est une machine qui remplace les jambes. Est-ce qu'il y a un problème moral? La machine la plus simple en physique, c'est le levier.
C'est un bâton qu'on appuie sur un point d'appui et on peut soulever une masse qu'on ne pourrait pas soulever directement. On a remplacé par une machine la force de soulever. Idem évidemment une grue, idem les voitures, on place nos jambes. On a déjà remplacé beaucoup de nos organes, y compris une partie de notre mémoire, par des machines. Est-ce qu'on le regrette? Pas du tout. Pas du tout. On en serait même très fiers. Par exemple, avoir remplacé nos jambes par la bicyclette, le vélo, c'est absolument génial. Remplacer, avoir ajouté à nos jambes la bicyclette, ça c'est, attention, c'est un très bon exemple. La rentabilité énergétique de la bicyclette est extraordinaire. Avoir ajouté à nos jambes la bicyclette, c'est une performance extraordinaire de l'humanité. Et tout de suite, je transpose. Si on ajoutait à nos cerveaux les IA, comme on a ajouté à nos jambes la bicyclette, est-ce qu'on n'aurait pas une collaboration qui nous propulserait sans avoir absolument rien qui pose moralement un problème? Vous voyez franchement dire à un cycliste « Non, mais t'as pas honte de pas marcher à pied ?» Possible, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, est-ce que vous voyez dire, et ça déjà c'est possible, à quelqu'un « T'as pas honte d'avoir besoin d'une machine à calculer pour faire ce calcul qui est très simple et que moi je peux faire de tête ?» Vous avez vu dans les commerces, souvent des boulangeries, il y a des machines qui rendent la monnaie à la place de l'employé. Est-ce que vous voyez dire à l'employé « Vous n'avez pas honte de ne pas savoir rendre la monnaie et de me dire de mettre le billet alors que la machine va me rendre la monnaie ?» Il n'y a qu'à dire à l'employé de la SNCF « Vous n'avez pas honte de piloter le train au lieu de me porter sur votre dos ou dans une brouette ou quelque chose comme ça. » C'est absurde. Donc évidemment que nous ne regrettons pas d'avoir délégué. Je vous laisse regarder tout seul. Ah oui, le cas des robots dans les entrepôts d'Amazon. Est-ce qu'on veut que le travail dans un entrepôt d'Amazon soit fait par un humain qui prend la caisse 482 H925 et la dépose à 8h30 dans le camion 42, ou est-ce qu'on veut que ce soit un robot qui le fasse? On ne peut pas se plaindre des deux. On ne peut pas dire, si c'est un humain qui le fait, c'est inhumain, et si c'est un robot qui le fait, l'humain a perdu son travail. On parlera de ce travail. Et il faut dire, on a déjà décidé. Amazon a déjà décidé. C'est un robot qui le fait. Il n'y a pas besoin d'un humain pour faire ça. De même que beaucoup des exemples. Et on ne le regrette pas. Et je termine par quelque chose de très dérangeant, et il me reste pas beaucoup de temps, mais largement assez. Et je veux que vous repartiez chez vous. Mon but est de vous empêcher de vous endormir tranquille. Le naturel et l'artificiel. Et le préjugé qui fait qu'on valorise naturel et on dévalorise artificiel. Par exemple, dans l'alimentation, on va acheter, donc plus cher, quelque chose qui est marqué produit naturel. J'aime bien l'appellation colorant naturel ou sans colorant artificiel. Ça veut dire en général qu'il y a des insectes broyés, hein, c'est la couleur rouge par exemple. L'insecte, c'est naturel. Hein. En médecine, il y a un proverbe, je vous suggère d'y réfléchir. Donc là, on n'a plus le temps de discuter parce que je veux finir. Les maladies sont naturelles. Même le cancer. Hein. Il y a des cancers depuis toujours, et les végétaux, les animaux à l'état sauvage ont des cancers, et on meurt. Les médicaments sont tous artificiels. On a oublié la tuberculose, par exemple. Si vous êtes intéressé à la littérature jusqu'au 19e,
ben vous avez vu le nombre incroyable de gens qui ont souffert, qui ont eu leur vie cachée et qui sont morts de la tuberculose. On a complètement oublié la diphtérie, la maladie des enfants. Les antivax, qui sont contre le vaccin pour la diphtérie, ne savent pas ce que c'est que la diphtérie. Si vous arrivez à trouver la vidéo de l'enfant en train de mourir de la diphtérie, ben ne la regardez pas. Et si vous lisez la littérature classique jusqu'au 19e, vous aurez chez Flaubert ou chez des auteurs la description de comment les enfants meurent étouffés par la diphtérie. C'est horrible. C'est artificiel. Le vaccin, 1, c'est artificiel, 2, on ne comprend pas bien comment ça marche. Mais la diphtérie, c'est super naturel. Se tailler, être infecté et en mourir, c'est super naturel. Le désinfectant qu'on met dessus, il est complètement artificiel. Donc l'idée que naturel a toujours de la valeur et que artificiel est toujours négatif, juste ne fonctionne pas. Alors, on pourrait développer, mais je ne vais pas le faire. D'autant plus que c'est lié à ce que j'ai appelé tout à l'heure, j'ai peu de temps donc je vais assez vite, mais on y reviendra si vous voulez, la mentalité anti-moderne, technophobe. L'idée de dire c'était mieux avant, j'adore l'expression, c'était mieux avant. C'est comme il n'y a plus de saison, quelque chose comme ça. C'était mieux avant. Et c'était mieux avant, c'est pas comme ça. C'était mieux avant parce que c'était naturel. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu plus artificiel. Donc, regardons de plus près qu'est-ce qu'on appelle le naturel. Alors, l'exemple qui me fait rire depuis très longtemps, c'est alors pour pas que ça nous concerne, on va dire le bourgeois parisien stupide. Pas vous ni moi. Le bourgeois parisien stupide, qui prend le train pour aller à Deauville. Je ne sais pas, TGV. Et qui regarde par la fenêtre du train en Normandie. Et il dit « Ah, c'est beau la nature, les vaches. » Vaches noires et blanches, un gros pis énorme comme ça. Dans la nature, elle ne vivrait pas longtemps. Les champs, les prés, les haies, les chemins, c'est beau la nature. Oui, non, mais tout ça, c'est les hommes qui l'ont fait, hein. Même les vaches. À part les fraises des bois et les champignons, tout ce que nous mangeons est artificiel. Même quand le marketing nous fait croire le contraire. Si vous allez au marché, vous cherchez des fraises de gariguette, parce qu'elles s'appellent gariguettes, sachez qu'elles ont été mises au point par l'INRA en 1979 par croisement génétique. Tout ce que nous mangeons sont des espèces qui ont été créées artificiellement. Et bien sûr, les vaches qui font le lait, elles n'existent pas dans la nature. Le chien n'est pas naturel. Il a été obtenu à partir du loup. Et ainsi de suite. Tout ce que nous appelons nature a été fabriqué artificiellement. Juste, nous l'avons oublié. Nous vivons dans une illusion du monde naturel. Et pourquoi, si on dit les vaches et les champs, les agriculteurs savent très bien qu'un champ, ça se jette, ça se sème, ça s'entretient. Pourquoi pas les haies, ça se plante? Pourquoi pas les chemins? Pourquoi pas le clocher aussi? Alors l'extrême de la stupidité bourgeoise parisienne serait de dire c'est beau la nature devant le clocher du village. Le clocher du village, il est complètement artificiel. Hein. Autant que n'importe quelle construction, autant que la pyramide du Louvre. Donc on a un problème qui est le préjugé anti-moderne. Et il est lié à quelque chose qu'on a déjà vu, qui est la technophobie, la culpabilisation. On culpabilise, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si vous l'avez senti, que les espèces qui nous nourrissent, y compris végétales, elles ont toutes été fabriquées par l'homme. Mais ce n'est pas une faute morale. On est pénétré à un point incroyable de la culture du péché. Tout ce qu'on a fait nous-mêmes, nous les humains, ça serait mal. Dans ce cas-là, on va à la fois mourir de faim et de maladie, puis ça va être vite fait. Hein. Parce qu'on vit dans un univers qui a entièrement été créé, y compris ce qu'on mange, y compris les animaux, y compris tout, par les humains. Donc, d'où l'importance de s'en débarrasser en se débarrassant
de naturel et d'artificiel. Et un dernier, combien de temps j'ai? Ouais, 5 minutes. Deux derniers mots. Alors. La facilité du faux, en disant que comme c'est artificiel, c'est facile d'être faux. En anglais, fake. Et d'être un faux tellement bien fait qu'il nous trompe. En anglais, deep fake. D'accord. Parlons des images, puis de la parole, puis de l'identité. Le faux dans les images. Voir quelqu'un et croire qu'on l'a vu parce qu'on l'a vu à la télé. Donc déjà, c'est vrai. Au niveau de l'hygiène mentale, il ne faut pas dire « j'ai vu ». Il faut dire « j'ai vu à la télé » ou « j'ai vu une vidéo ». Et aujourd'hui, normalement, vous avez le réflexe, cette vidéo peut être fake. Est-il fake? Très bien fait. Et c'est pas pareil. Donc, c'est vrai, l'artificiel permet d'imiter. Mais pour mentir, on n'a pas besoin d'artifice. Le faux, dans les images, il n'est pas forcément naturel. Et il y a un exemple que les philosophes aiment beaucoup et qui est très gênant, surtout pour les femmes, c'est le maquillage. Est-ce que se maquiller, pas seulement le botox ou les trucs comme ça, non, le maquillage, le rouge à lèvres, le fond de ton, l'ombre à paupières, le fond de teint, l'ombre à paupières. Est-ce que c'est tricher, mentir, colorer ses cheveux? Je ne parle même pas d'en faire implanter, non, colorer ses cheveux. Est-ce que c'est du faux? C'est artificiel. Les fausses dents, regardez votre dentition, demandez à votre dentiste, parce que nous on ne le sait même pas. Quelles sont nos vraies dents et les, entre guillemets, fausses dents? Est-ce qu'il y a un problème moral dedans? Est-ce qu'on va culpabiliser? Est-ce qu'on va culpabiliser d'avoir changé la couleur de ses cheveux, de se maquiller? Est-ce que c'est tromper que de se maquiller? Dans ce cas-là, c'est tromper d'être bien habillé aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre image officielle qui serait trompeur. C'était mieux avant quand on n'était pas maquillé et qu'on était tout nu, sauf qu'on mourait d'infection ou à la naissance ou de choses comme ça. Il y a une sorte de primitivisme, un ultra traditionnalisme. Bon, voilà pour les images. La parole. On sait faire des deepfakes de parole. Mais depuis longtemps, depuis toujours, on fait dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. Les politiciens et les médias le font tout le temps, le font encore. On dit que quelqu'un m'a dit, puis il n'a pas dit. On fait du faux de la parole depuis très longtemps, depuis toujours, et l'identité. L'usurpation d'identité. Bien sûr que ça devient plus facile. Et voilà. Je termine par cet exemple. On peut faire un site ou un truc de phishing pour nous prendre notre argent. C'est plus facile avec la technologie. D'accord. Comparons avec le téléphone qui sonne et vous décrochez et vous entendez « Bonjour, c'est votre agence bancaire, nous voudrions vérifier vos codes. » Et vous donnez les codes. Non, moi, il ne faut pas. Crédule. Ben, le téléphone rend plus facile l'escroquerie. L'IA va rendre plus facile l'usurpation d'identité. Le numérique la rend plus facile. Le téléphone rend plus facile l'escroquerie. Au sens où c'est plus facile que d'arracher l'argent physiquement à quelqu'un qui passe dans la rue, ce qu'on a fait depuis que l'argent existe. Mais le problème, c'est pourquoi on veut arracher l'argent des gens. C'est pas, est-ce qu'on fait l'effort de leur arracher dans la poche? Est-ce qu'on les trompe au téléphone? Est-ce qu'on les trompe en faisant un site? Est-ce qu'on les fait tromper par une IA qui imite parfaitement la voix ou le site? Donc, ma conclusion pour aujourd'hui, c'est que l'artificiel en lui-même ne fait que potentialiser, au sens philosophique, ça veut dire donner de la puissance à une volonté, une motivation, bonne, mauvaise, éthique ou pas, qui en est indépendante. Et donc évidemment,
plus on a de puissance, que ce soit l'IA, une arme nucléaire ou une arme à feu, c'est le même. Plus on a de puissance, plus on peut s'en servir pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est le fameux ni neutre. Ça n'est pas neutre. Les IA ne sont pas éthiquement neutres, c'est ma dernière phrase. Ça ne veut pas dire qu'elles sont éthiquement mauvaises, et ça ne veut pas dire non plus qu'elles sont éthiquement bonnes. Voilà, merci de votre attention. J'espère qu'on se revoit demain matin.